Bonjour, merci de cette invitation à partager vos débats. Il y a longtemps que j'ai été dans une vie antérieure consultant à la NPE. J'ai vu l'évolution de cette entreprise publique et sa modernisation. Et je pense que j'ai rien à vous apprendre. Et je trouve en particulier sur la question de la souffrance au travail. Mais comme sociologue clinicien, l'idée, puisqu'il faut que je me présente, c'est d'essayer de faire un va-et-vient entre ce que vous vivez tous les jours et de partir de là. Et à partir de là, de comprendre, de se donner des outils d'analyse pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là et le rapport qui peut exister entre les conflits que vous vivez et les modes d'organisation du travail et les outils de gestion qui se sont développés depuis un certain nombre d'années. Et cette espèce de crise que l'on trouve un peu partout dans la société, avec des symptômes qui vont du suicide au travail à cette espèce de sentiment de perte de valeur que vous avez évoqué tout à l'heure, de perte de sens, du sentiment qu'on ne comprend plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que je trouve que travailler sans s'abîmer, c'est un très beau titre parce que ça renvoie à la fois à quelque chose qui est de l'ordre de l'abîme, c'est-à-dire de quelque chose qu'on ressent tous plus ou moins confusément comme tout à fait destructeur et que j'entends tous les jours dans les entreprises dans lesquelles on fait des recherches au laboratoire de changement social. On a le nez sur le guidon, on sait qu'on va dans le mur et on pédale de plus en plus vite. Et c'est bien ça l'idée de l'abîme. Et puisque vous avez évoqué, évidemment, ce sentiment qu'on est en train de nous mettre en difficulté, de quelque part de nous détruire, hein, de nous tuer, a dit quelqu'un. Je devrais, par exemple, puisqu'il s'agit de me présenter aussi, je vois arriver ça à l'université. J'ai une réunion là à 2h et à l'université aussi, ça y est maintenant, on est confronté à cette idéologie que dans le titre on a dit idéologie gestionnaire. Je préférais idéologie managériale parce que c'est une forme de gestion. Hein. Il y a d'autres formes de gestion que celle-là. Et donc donner quelques éléments pour analyser cette nouvelle forme, cette nouvelle idéologie qui est aussi un nouveau type de pouvoir hein, dans la gestion des entreprises, dans la gestion des institutions, dans la gestion de l'État, dans la gestion de la société. Alors, vous me demandez de me présenter. Je suis aussi, par ailleurs, un sociologue clinicien qui travaille beaucoup avec les histoires de vie. Mais si je commence avec mon histoire, on n'aura sûrement pas le temps de faire toute la conférence. Mais simplement pour dire peut-être deux, trois mots sur la genèse de tout ça pour moi. Il se trouve que en 68, je finissais une maîtrise de droit et j'avais démissionné je travaillais chez un conseiller juridique et le 28 avril 68, je me suis dit ma vie, ça peut pas être ça. Et c'est là où le petit sujet minuscule de l'histoire que je suis rencontre un sujet un peu plus majuscule, qui sont les événements de mai 68 et cette espèce de formidable moment où tout a été mis en débat public et qui a donné une respiration à la société française tout à fait importante, et en particulier à tous ceux de ma génération qui ont eu la chance d'avoir 20 ans à ce moment-là. C'est à la fois le plus bel âge et le plus mauvais âge de la vie, mais c'est vrai que c'était une chance de rencontrer ça. Et donc, du coup, je décide de faire autre chose, et puis Edgar Faure, qui était ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche à l'époque, des universités, avait créé 2 universités, Vincennes et Dauphine. Alors, Vincennes, vraiment à gauche, à l'est, la fac de sciences sociales et de la contestation et des gauchistes. Et puis Dauphine au bout de l'avenue Foch, dans le 16e arrondissement, dans les anciens bâtiments de l'OTAN. Et moi, j'arrive là, évidemment, parce que moi, il se trouve que j'étais en banlieue ouest. Bon, on ne choisit pas où on est. Bon. Et puis j'arrive à Dauphine, et Dauphine, c'était absolument fascinant quand j'y suis arrivé, parce que c'était une université de sciences des organisations. C'était pas l'université de gestion qu'elle est devenue. Et en sciences des organisations,
il y avait 3 disciplines de base qui étaient les mathématiques, l'économie et la psychosociologie. Et je découvre la psychosociologie avec Max Pagès, et c'est là où il fonde le laboratoire de changement social, et c'est moi qui prendrai sa succession, et ce laboratoire qui existe toujours. Et malgré la LRU, la loi de réforme des universités, j'espère que ce laboratoire qui a 40 ans va continuer à exister, alors que c'est impossible qu'un laboratoire dans l'université existe encore après tant d'années. Bon. Et qu'est-ce que je découvre à Dauphine? Ben, je découvre effectivement comment petit à petit la gestion va remplacer les sciences des organisations. C'est-à-dire les sciences des organisations, la science, hein, c'est l'idée de... Le projet de Tabatoni et Brochier, scientifique de Dauphine, c'était donner des outils théoriques et méthodologiques pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une organisation. Et la gestion, ou les sciences de la gestion, que je mets entre guillemets, c'est pas fait pour comprendre les organisations, c'est fait pour optimiser le fonctionnement des organisations afin qu'elles répondent aux objectifs qui leur sont fixés. Donc on n'est plus dans un projet de connaissance scientifique, on est dans un projet de former des gens qui vont exercer un certain type de pouvoir. Et c'est comme ça que j'ai été assez vite confronté à cette tension entre l'objectif de comprendre et l'objectif d'action. Hein, les gestionnaires vous disent, mais ça, c'est des sciences de l'action, c'est des sciences pour agir. Mais j'ai vu que c'est cette idéologie-là, puisque... disons-le, n'ayons pas peur de le dire, c'est une certaine représentation du monde qui se met au service d'un pouvoir avec une certaine conception, effectivement, de la façon dont il faut gérer les hommes, et gérer les entreprises, et gérer les organisations, comme on gère les choses. Et donc, je voudrais, à ce moment-là, on a, au laboratoire de changement social, énervé qu'on était par le fait que les étudiants considéraient la psychologie, la sociologie, un peu comme on considérait le dessin et la musique au lycée, c'est-à-dire non pas pour apprendre des choses importantes pour eux, mais pour se détendre en quelque sorte, sauf une minorité évidemment. Les autres faisaient de la gestion, c'est-à-dire j'ai vu l'émergence du marketing, de la comptabilité, de la communication, de la gestion stratégique, la gestion financière, etc. Ce que dans un de vos journaux, hein, vous avez évoqué la novlangue managériale. Et donc j'ai vu l'émergence de la novlangue managériale à l'université. Et alors, un peu énervé avec Max Pagès là-dessus, on s'est dit, on va faire un programme de recherche sur le pouvoir dans les organisations. Et c'est là où il nous est arrivé une aventure tout à fait importante pour nous, exceptionnelle, je dirais. On a eu beaucoup de chance, c'est qu'on ne trouvait pas de terrain. Je peux vous dire que dans les années 70, des sociologues qui voulaient faire une recherche sur le pouvoir dans les organisations, quand ils s'adressaient à des vraies entreprises, hein, c'est-à-dire l'entreprise hiérarchique, pyramidale, patronale, hein, nous on pensait aller chez Renault, chez Peugeot, la sidérurgie, la métallurgie, voir vraiment le cœur, hein, de ce qui était à l'époque le travail industriel, le capitalisme industriel. Nos interlocuteurs ne faisaient pas vraiment la différence entre sociologues, socialistes, gauchistes, c'était tout à peu près une équivalence. Et en plus, faire une recherche sur le pouvoir, vous imaginez. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu un DRH, alors on découvre ce terme-là, directeur des ressources humaines, j'y reviendrai, qui était passionné de psychosociologie, qui a fait des groupes de dynamique de groupe avec Max Pagès, et qui nous dit « Venez chez nous, parce que chez nous, c'est formidable. Il y a la réconciliation entre l'homme et l'entreprise, entre l'intérêt de l'individu et l'intérêt de l'entreprise. » Et il nous a ouvert IBM. Et IBM, c'était à l'époque le modèle de la performance, le modèle de l'excellence. Tous les étudiants de Dauphine rêvaient d'être embauchés à IBM. C'était le lieu où, effectivement, ce qui va devenir, ce que le MEDEF appellera dans les années 90, la révolution managériale. Et cette révolution managériale, c'est-à-dire une autre conception de la gestion, qui était en rupture par rapport à la gestion taylorienne, l'organisation scientifique du travail, hein, que vous connaissez, et qui se voulait être exemplaire et justement porteuse de valeurs qui étaient évidemment l'adaptabilité, la performance, la flexibilité,
mais aussi l'excellence, la culture de la haute performance, mais aussi la considération de la personne, la réconciliation effectivement du capital et du travail, dans un mode de management dans lequel on travaillait pas seulement pour produire de l'informatique et pour le profit, mais aussi avec une certaine conception de la société, du progrès, le progrès scientifique au service non pas du progrès social, mais du progrès de la société, dans les hautes... Et vous avez vu ce qui s'est passé dans l'informatique. On peut dire que ça produit quelque chose de tout à fait intéressant, c'est-à-dire une performance tout à fait fabuleuse, puisque depuis 30 ans à peu près dans l'informatique, on voit que tous les ans, ils ont produit des produits qui étaient 2 fois plus puissants, 2 fois plus conviviaux, 2 fois plus accessibles, 2 fois moins chers, avec le fait que, en particulier sur le plan technologique, moi quand j'ai commencé c'était un Fornox, c'est-à-dire c'était l'informatique centralisée, et qui était très très protégée parce qu'il y avait un cœur, et puis maintenant cette informatique réticulaire qui fait que chacun d'entre vous, avec votre portable, votre ordinateur, etc., vous pouvez transporter votre bureau, transporter tout ce qui se produit comme connaissance dans le monde, quasiment en temps réel, et vous l'avez avec vous. C'est extraordinaire comme performance. Et quand on a interviewé les gens d'IBM, on a tout de suite vu qu'il y avait une question qui se posait, qui était une très forte contradiction entre la fierté de réussir, d'être performant, d'être dans le challenge, d'être dans la mobilité permanente, etc., qui était très très excitante pour les gens qui y travaillaient. Et puis il y avait une face d'ombre. Par exemple, on avait fait dessiner les gens, etc., d'IBM, et puis ils s'étaient précipités, ils avaient dessiné, et on voyait des choses qui étaient un peu, ce que les psychanalystes diraient, le retour du refoulé. C'est-à-dire ils avaient dessiné un écorché, mais sans du tout vouloir le faire, c'était venu comme ça, qui était écorché, et il y avait une légende qui était « Nous avons le droit d'être faibles ». Il y avait dans un coin un cimetière, c'était le cimetière des veuves IBM. Et derrière donc cette apparence de performance, de réussite, de toute puissance, on commençait à voir qu'il y avait une autre face. Mais autre face à l'époque qui disparaissait parce que IBM faisait à peu près une augmentation de 17% de son chiffre d'affaires chaque année, et puis parce que l'informatique, c'était l'avenir, c'était le progrès, et donc effectivement les gens qui travaillaient à IBM étaient globalement très satisfaits, très fiers, et avaient le sentiment que ces valeurs de l'entreprise, qui étaient ces fameuses visions d'entreprise, l'esprit d'entreprise, la culture d'entreprise, faisaient que leur travail faisait sens, non pas seulement pour travailler, gagner de l'argent, avoir un emploi, mais faisait sens aussi parce que ça leur donnait des raisons de vivre, des raisons de penser que leur travail contribuait au progrès de la société, au progrès des technologies, etc. Et puis, c'est cette contradiction qui n'a cessé de se... Comment dire? Les deux pôles de la contradiction n'ont cessé depuis de changer. Par exemple, aujourd'hui, je suis allé voir la demande des médecins d'IBM, en particulier le docteur Galamant, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il avait fait un observatoire du stress, je dirais, dans son petit cabinet de médecin du travail. Et puis, il avait montré, c'était dans les années 2004, 2008, il a fait tous les gens qui recevaient dans son cabinet, il faisait une petite échelle d'observation du stress de 0 à 10. Donc, jusqu'à 4, ça va bien. De 4 à 7, c'est stressé. Et au-delà de 7, c'est hyper stress. Bon. À partir de la subjectivité des gens. Et il s'était rendu compte que de 2004 à 2008, les gens en hyperstress étaient passés de 40% à 70% de toutes les consultations qu'il avait. Plus de 1000 personnes. Il écrit à la direction pour l'alerter sur cette question-là. Et la direction écrit au Conseil de l'Ordre pour qu'il soit radié du Conseil de l'Ordre, estimant qu'il sortait de ses attributions comme médecin du travail. Voilà, et donc tout d'un coup, ce beau projet d'IBM dans les années 70, etc., qui, à mesure que
la compétition se durcit, avec la mondialisation, à mesure que les rapports entre le capital et le travail changent. Maintenant, c'est la violence, et la violence pure. Et je peux vous dire, je viens de recevoir un coup de téléphone d'un cadre d'IBM qui m'expliquait qu'il s'était rendu compte de cette évolution-là et qu'il avait décidé de s'inscrire comme syndicaliste et qui est maintenant secrétaire général du comité d'entreprise d'IBM et qui me dit il faut que vous veniez pour nous former, pour comprendre ça, pour comprendre ce qui se passe. Et j'en viens à cette introduction, c'est-à-dire ces gestionnaires-là qui sont hyper formés, non pas, et je travaille beaucoup avec des écoles de commerce, etc., non pas les outils d'analyse qui leur permettent de comprendre ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas vrai seulement pour les dirigeants, les gestionnaires, les DRH, c'est vrai aussi, d'une certaine façon, pour les syndicats. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas donner les outils théoriques et méthodologiques pour comprendre ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au laboratoire de changement social. Deuxième étape, avec Nicole Aubert, on va voir si ce qu'on avait analysé chez IBM, et d'ailleurs, le livre qu'on a fait par rapport à IBM, on l'a appelé l'emprise de l'organisation, mais en fait, le titre initial que le PUF a refusé, c'était TLTX, mon amour. TLTX, c'était le nom de code de l'organisation qu'on avait donné, et TLTX, mon amour, c'était parce qu'on s'était rendu compte que les personnes, les employés d'IBM avaient une relation tout à fait passionnelle par rapport au travail, par rapport à l'entreprise, qu'ils investissaient comme on investit une relation amoureuse, une relation passionnelle sur le registre de la passion. Et si vous avez eu dans votre vie cette expérience-là, je ne sais pas si je vous le souhaite ou pas, mais je vous le souhaite, oui, mais d'en sortir vivant en tout cas, parce qu'on voit bien que la passion, c'est à la fois ce qu'il y a de plus exaltant de ce qu'on peut vivre dans une vie humaine, et ça peut être totalement destructeur. Et ça peut être totalement destructeur, en particulier quand on n'est plus aimé par l'objet d'amour. Et à ce moment-là, c'est plus l'amour qui sort, c'est la haine, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est la déchirure, etc. Or, ce qui se passe dans le rapport au travail qu'on avait analysé à IBM, c'était ça. Et on est allé voir si on pouvait le retrouver ailleurs. Et ailleurs, c'était quoi? En 1981, 2 consultants de McKinsey, et les consultants, c'est très important, parce que c'est eux qui ont transmis ce modèle, on pourrait dire ce virus, d'une certaine façon, à l'ensemble de la planète. Il est né dans les multinationales, et les grands cabinets de consultants, KPMG, Deloitte, Pricewaterhouse, enfin, Capgemini, le Boston Consulting Group, etc., c'est eux qui l'ont d'abord imposé à leurs clients, aux clients et aux fournisseurs des multinationales, puis après, comme modèle de modernisation des entreprises publiques, vous en savez quelque chose, et maintenant ça arrive dans les institutions et au cœur de l'État. Et donc avec Nicole Aubert, on va voir un peu si ce modèle qu'on avait analysé, on le retrouvait ailleurs. Et on a travaillé dans d'autres multinationales, et ce qui était très intéressant par rapport à ce livre qu'a fait Peter Waterman, ces 2 consultants de McKinsey, qui s'appelle In Search of Excellence en anglais, qui a été traduit en français, le prix de l'excellence. Et c'était l'analyse des 64 entreprises les plus performantes dans le monde, et il vous donnait les clés du management de la réussite, les clés du management de l'excellence. Et ce livre a eu un succès absolument phénoménal. Plusieurs millions d'exemplaires qui s'est vendu dans tout le monde. C'était devenu le livre de chevet de tous les dirigeants et des cadres supérieurs. C'est ça qu'il faut faire, c'est les clés de la réussite. 7 ans après, un des 2 auteurs, Peter, écrit un livre tout à fait intéressant qui est passé complètement inaperçu, qui s'appelle Le chaos management. Et dans l'introduction de ce livre, il dit « Attendez, il y a un problème parce que sur les 64 entreprises qu'on a analysées comme étant les plus performantes dans le monde, 7 ans après, il y en a plus de la moitié qui ont disparu, qui sont en crise ou qui ont été rachetés. » Et donc, il conclut en disant « Devenez des fanatiques du chaos. Parce que si vous échouez, et des fanatiques de l'échec, parce que si vous échouez 6 mois avant vos concurrents, vous vous donnez une chance de réussir 6 mois avant eux pour le coup d'après. » C'est-à-dire, il vous décrit ce monde chaotique et paradoxal des entreprises, de cette folie de la compétition, de la lutte des places, « I want to be number one », etc. Et donc, avec Nicole Aubert, on a fait ce livre et on l'a appelé « Le coût de l'excellence », comme contrepoint du prix de l'excellence, où on montrait, et là, on commençait à vraiment voir apparaître cette face d'ombre dont je parlais, ce côté destructeur,
dans certaines entreprises, et on a analysé ces nouveaux symptômes qui sont apparus dans toutes ces multinationales à ce moment-là, mais qui n'étaient pas très connus, hein, en particulier par les spécialistes de la santé mentale. Évidemment, on parlait du stress, puis on a vu apparaître le burn-out, hein, c'est-à-dire l'épuisement professionnel, et surtout ce qu'on a analysé avec Nicole Aubert, c'est-à-dire la dépression. Or, la dépression, c'est évidemment le contrepoint de la passion. C'est-à-dire la passion, c'est ce qui vous exalte et qui vous donne le goût de vivre. Ben, quand vous perdez cette passion, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous n'avez plus le goût de vivre et les choses n'ont plus d'intérêt. Et au niveau psychologique, hein, c'est ce qu'on avait analysé, c'est-à-dire comment l'entreprise capte l'idéal du moi des individus et comment les individus projettent leur propre idéal sur l'idéal de l'entreprise, l'idéal de réussite, et ça s'enracine dans le narcissisme. C'est-à-dire que je me dévoue corps et âme à mon travail parce que la reconnaissance que j'ai par rapport à ça, c'est comme le même sentiment d'être aimé. C'est-à-dire, et Freud l'avait bien analysé, dans l'amour, vous projetez sur l'objet aimé votre propre idéal, lui, l'objet aimé projette sur vous son propre idéal, vous l'incorporez en quelque sorte, hein, et donc c'est pour ça que dans la passion, on est dans la fusion amoureuse, elle est parfaite, elle est la plus belle, elle est la plus intelligente, il est le plus fort, il me protège, c'est grâce à lui je peux tout, etc. Cette exaltation amoureuse, c'est exactement les mêmes processus qu'on avait dans le rapport de l'individu à l'entreprise. Avec l'effet, d'ailleurs, que tous les collectifs intermédiaires dans le rapport individu-organisation se délitaient. Les syndicats, hein, dans les multinationales, les syndicats existent pratiquement plus. Mais aussi les collectifs de travail, les services, les collègues, etc. C'est-à-dire tout ce qui habituellement servait de médiation dans le rapport individu-organisation était éliminé à la fois par des pratiques de management, hein, l'avancement au mérite, les primes, la sélection, l'individualisation de l'évaluation des résultats, etc. Mais en même temps parce que les individus, en fait, cherchaient en quelque sorte une reconnaissance de l'entreprise, de l'organisation, c'est-à-dire d'une instance abstraite qui est totalement dans l'imaginaire Laurent, parce qu'on se représente comme si l'organisation... Hein, on fait de l'anthropomorphisme organisationnel, c'est-à-dire comme si l'organisation avait une volonté, avait des désirs, hein, pouvait vous aimer. Et le grand leurre, c'est ça, c'est de penser que l'organisation peut vous aimer. Une organisation, elle n'a pas de sexualité, que je sache, et son rapport à l'affectif n'est pas du même rapport que l'humain. Et c'est cette espèce de projection d'une relation humaine et cette ambiguïté entre ce qui est de l'ordre du travail et ce qui est de l'ordre de l'amour. Et cette dimension donc de la subjectivité, de l'investissement subjectif au travail par rapport à l'objectivité du contrat de travail. Et on avait développé avec Nicole Aubert l'idée que ce rapport au travail était maintenant un contrat narcissique, hein, d'où d'ailleurs cette soif inassouvie de reconnaissance que les gens peuvent avoir et qui se plaignent toujours de ne pas en avoir assez, de ne pas recevoir les justes contributions en fonction de leur investissement, de leur mobilisation psychique, hein, de leur mobilisation subjective, etc. Des choses qui sont bien connues aujourd'hui. Et c'est cette ambiguïté-là qui est, à mon avis, une des sources principales de la souffrance au travail. Hein, pour aller vite... Si vous voulez, ce qui caractérisait l'organisation capitaliste, industrielle, et la forme de pouvoir dans l'usine, dans les pouvoirs hiérarchiques, patronales, etc., c'était un système disciplinaire que Michel Foucault a bien analysé, en particulier dans Surveiller et punir. Et Michel Foucault disait que l'objet de ce pouvoir, c'était rendre les corps utiles, dociles et productifs. C'est pour une bonne part comme force de production que le corps est investi de rapports de pouvoir et de domination. Le corps ne devient force utile que s'il est à la fois corps productif et corps assujetti, écrit Michel Foucault. Si vous voulez comprendre la nature profonde du pouvoir managérial, il suffit dans cette phrase de remplacer corps par psyché. C'est pour une bonne part comme force productive que la psyché est investie de rapports de pouvoir et de domination. La psyché ne devient force utile que si elle est à la fois énergie productive et énergie assujettie. Et c'est ça qui permet de comprendre le déplacement de la conflictualité au niveau des entreprises et des organisations. Du niveau social, l'organisation, au niveau psychique, le fonctionnement psychique, conscient et inconscient.
ce qui était la caractéristique principale du symptôme du mal-être au travail dans l'organisation, dans l'entreprise industrielle, c'était le sentiment d'être exploité et la pénibilité physique. Donc c'était des choses objectives, et les syndicats d'ailleurs se sont construits là-dessus, sur des luttes par rapport aux revendications objectives de travail, en termes de conditions de travail, en termes physiques, de la santé physique des travailleurs, en termes de rémunération, etc. Donc on savait comment lutter sur des choses objectives, parce qu'on pouvait négocier pied à pied avec les patrons, et puis si on n'était pas d'accord, eh ben, on faisait une mobilisation, on faisait la grève, et on exigeait 300 € de plus, augmentation du SMIC. Net. Et ça, on sait faire, quoi. Par contre, le déplacement, si l'hypothèse est juste, au niveau psychique, par rapport à quelqu'un qui fait une dépression nerveuse, qui est en épuisement professionnel, qui fait un burn-out, et qui se suicide. Comment traduire ça en termes de revendication? On n'est pas habitué ce déplacement. Et c'est ce déplacement de la conflictualité du niveau social au niveau psychique qui est aujourd'hui une des interrogations majeures, c'est-à-dire comment on fait, par exemple, quand on a un collègue qui déprime, et surtout ce que ça produit chez nous. Et en particulier, on avait analysé avec Nicole Aubert, par exemple, le phénomène de quarantaine, c'est-à-dire que les gens qui vont pas bien, qui sont plus dans la performance, dans l'excellence, dans le défi, dans le challenge, etc., ils sont mis en quarantaine. Pourquoi? D'abord parce qu'on leur dit va te reposer, et ça arrange tout le monde. Et puis surtout qu'ils ont sur le visage, ils vous renvoient une image de ce que vous avez peur de devenir, parce que vous avez le conflit vous aussi en vous. Et donc du coup, ils rendent mal à l'aise tout le monde. Et que donc le processus d'exclusion de ces gens-là, il est massif, parce que eux s'auto-excluent. Parce que si je suis pas en forme et tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Et si je suis en arrêt de travail, à la fois c'est pour me récupérer, mais en même temps, je sais que je vais être pris dans un cycle qui petit à petit va m'exclure. Pourquoi? Je donne juste un exemple en termes d'outils de gestion, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on rencontre les effets de ce pouvoir au niveau psychique, psychologique, à l'intérieur de soi, en termes de symptômes somatiques et psychosomatiques, les sources de ce pouvoir, et vous le savez bien, et vous le dites toujours, et vous n'êtes jamais entendu là-dessus, elles sont dans l'organisation du travail, elles sont dans les outils de gestion, elles sont dans les pratiques managériales. Je prends un exemple à l'American Express, très intéressant. L'évaluation à l'American Express. A, B, C, D, E. E, insuffisant. Quand vous travaillez à l'American Express, c'est impossible d'être insuffisant. Pourquoi? Parce que depuis la maternelle, vous avez été sélectionné pour être un bon élève, pour être dans les meilleures classes, pour avoir les meilleurs résultats dans votre classe, pour être dans les meilleurs établissements, pour préparer les meilleurs prépas, pour faire les meilleures grandes écoles, pour sortir dans la botte des grandes écoles. Vous êtes sélectionné à American Express 1 sur 200 ou 2 sur 200, vous ne pouvez pas être insuffisant, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, quand vous êtes insuffisant, vous avez tellement honte que vous démissionnez avant même de passer l'épreuve. D, doit faire ses preuves. Bon, vous êtes jeune, vous venez d'arriver, la conjoncture n'a pas été bonne, etc. Bon, ça peut arriver exceptionnellement. C, satisfaisant. Satisfaisant, c'est moyen, quoi. Et moyen, c'est quasiment quelconque. C'est pas très bon d'être satisfaisant. Vous voyez, j'introduis le paradoxe. C'est pas très bon d'être satisfaisant. C'est-à-dire, il ne s'agit plus seulement de faire bien son travail. Si vous avez des objectifs de 100, ce qu'on attend, c'est que vous fassiez B, above expectation, au-delà des attentes, c'est-à-dire que vous fassiez 110. C'est ça la moyenne, c'est 110. Et A, triple A, A, c'est clearly outstanding, c'est-à-dire clairement hors du commun. Et ça, c'est exceptionnel. Alors, deux remarques. La première, c'est que, évidemment, votre investissement dans cette culture de la haute performance et de l'excellence, c'est de viser B, et vous vous défoncez pour faire B. Mais l'année d'après, si vous avez fait B, c'est-à-dire 110, comme objectif, le 110 va devenir le 100. Vous n'allez quand même pas faire moins que ce que vous avez déjà fait. Impossible. Impossible.
Donc le 110 devient 100. Donc si vous voulez faire 110, c'est plus 110 qu'il faut faire par rapport à n-1. C'est 120. Et puis l'année d'après, c'est 130, et c'est même un peu plus. C'est l'exigence du toujours plus. C'est-à-dire cette espèce de tension permanente qui fait qu'on ne se satisfait plus d'être satisfaisant et de remplir ses objectifs, mais qu'on est dans cette exigence de toujours faire plus, et vous en connaissez quelque chose, en particulier, on va vous fixer les mêmes objectifs, mais là, c'est pas pour faire plus, mais c'est pour faire avec moins. Et c'est exactement la même logique. Deuxième remarque, qui va commencer à montrer pourquoi ce système est fondamentalement destructeur, pas seulement pour les individus, mais pour la société. A, c'est clearly outstanding, c'est l'excellence. Les institutions européennes ont créé, avec les grandes entreprises multinationales européennes, the European Foundation for Quality Management, la fondation européenne pour le management par la qualité. Et ça, cette institution-là donc propose des nouvelles formes de management, qui est le management par la qualité, et qui préconise l'excellence durable. Et ça, c'est le novlangue managérial et ce qu'elle a de paradoxal. C'est-à-dire, être excellent, c'est être hors du commun. Quand on vous propose à tous de devenir excellent dans la durée, c'est-à-dire à tous d'être hors du commun, que devient le monde commun? C'est-à-dire que devient la société. La société, c'est le monde commun, c'est l'être ensemble, c'est là où tout le monde a sa place, etc. Ce qui montre que l'excellence produit l'exclusion. C'est-à-dire que l'excellence est le moteur de l'exclusion, le moteur du fait que non seulement il y en a qui n'ont plus de place parce qu'ils sont plus performants, mais on leur renvoie la responsabilité. C'est normal que vous n'ayez pas de place. Vous êtes insuffisant. Vous n'avez pas fait votre preuve, vous êtes trop formé, pas assez formé, vous n'avez pas fait ceci, pas fait cela. D. C'est, oui, bon, vous êtes satisfaisant, mais enfin, il faudrait quand même vous motiver et vous mobiliser un petit peu pour... pardon, secouer un petit peu. Vous secouez un peu et vous donnez des coups de pied au derrière pour être... Voyez la logique profonde de ce système. Alors, ça, c'est d'abord les entreprises multinationales, puis c'est leurs fournisseurs et leurs clients. C'est le secteur privé. C'est la globalisation, c'est la mondialisation. C'est le modèle qui a servi d'exemple par rapport à la modernisation des entreprises publiques et qui s'est développé avec, en étayage idéologique, les théories du capital humain. Les théories du capital humain sont nées au même endroit que les théories ultralibérales de Milton Friedman, etc. C'est l'école de Chicago, et c'est cette idée qu'il faut que chaque individu développe son potentiel humain. Développe ses qualités physiques, intellectuelles, d'adaptation, d'adaptabilité, de flexibilité, etc. C'est-à-dire chaque individu est renvoyé à lui-même pour développer son moi, pour développer ses potentialités. Et le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier. C'est ça la grande victoire du capitalisme. Ce n'est pas seulement de faire du profit et des résultats financiers. C'est que chaque individu soit renvoyé à lui-même, à la responsabilité de développer son capital humain et de devenir une ressource. Je suis très, très étonné que les gens qui étaient spécialistes du travail, je pense en particulier aux partis de gauche, qui avaient tous une formation marxiste au départ et qui avaient une hypothèse qui était très forte, qui était de dire que c'est les rapports de production qui déterminent les rapports sociaux. Or, ces mêmes partis ont complètement abandonné la question du travail, qu'est-ce qui se passe au niveau des modes de production, et en particulier cette hypothèse-là, que le capitalisme était intériorisé, les valeurs du capital étaient par cette idéologie-là qu'on va voir se développer, ce New Public Management, le management public et donc la RGPP, c'est-à-dire cette idéologie qui est au cœur de la conception même de la RGPP, que des gens qui se disent de gauche n'aient pas vu ça, et n'aient pas vu en particulier que de transformer les services du personnel. Parlons des services du personnel. Évidemment archaïques, bureaucratiques, où les gens qui travaillent dans ces services-là mettent le service au service de leur personnel à eux et non pas de leurs clients, etc. Il faut balayer tout ça, introduire la culture de résultat, la culture client, etc.
Vous connaissez ça? Par cœur. Je n'ai pas compris qu'en remplaçant ça par direction des ressources humaines, il n'est pas vu l'entourloupe idéologique. C'est-à-dire le fait que, enfin, on allait se préoccuper de l'humain. Très bien. Bonne idée. Mais en même temps, en transformant l'humain comme une ressource au service du développement de l'entreprise, c'est-à-dire dans un processus d'instrumentalisation de l'humain qui devient une ressource, donc un moyen pour le développement de l'entreprise ou de l'organisation. Et donc c'est l'entreprise et l'organisation qui devient la finalité, et l'humain devient un moyen pour développer cette finalité, ce qui est évidemment en contradiction complète avec l'impératif catégorique moral de Kant qui dit que la morale, c'est de ne jamais utiliser, que l'humain est toujours une finalité et ne doit jamais être utilisé comme un moyen. Et ça, c'est une des causes principales, je pense, de ce mal-être profond qui est beaucoup plus, aujourd'hui, important dans les entreprises publiques et les institutions publiques, d'une certaine façon, que dans le privé. Pourquoi ? Je sais que vous êtes tous touchés par le fait que vous avez un certain nombre de collègues qui se sont suicidés et qui ont exprimé par là cette espèce de détresse et d'abîme profond, parce que ça, c'est au-delà de s'abîmer dans le travail, c'est quelque chose, évidemment, qui nous pose à tous question. Je n'interviendrai pas sur Pôle emploi sur cette question-là. Je voudrais juste, pour conclure, vous lire un texte qui commence ainsi. Le 15 septembre 2009, 8h55, moi, Catherine Kokowska, directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, PJJ, de Paris, enfermée que j'étais dans le travail comme en huis clos, je me jette par la fenêtre de la direction départementale du 3e étage sur cour. Ainsi commence le texte qu'elle a rédigé 3 semaines après son passage à l'acte à l'hôpital. Et ce texte a été diffusé à la demande, par son syndicat à sa demande. Et elle présente la rédaction de ce texte comme une nécessité pour elle de ne pas enfouir son passage à l'acte dans les limbes de l'oubli, de le parler, d'en comprendre les raisons profondes. Et parmi ces raisons, elle évoque longuement la contradiction entre 2 identités. L'identité de l'éducatrice, formée aux sciences humaines, qui choisit ce métier pour sa mission première, protéger les enfants en danger. Et l'identité de la fonctionnaire d'État, qui a gravi les échelons de l'institution et doit mettre en œuvre la réforme de l'État dont elle estime qu'elle remet en question sa mission éducative. C'est ce conflit de loyauté, dit-elle, qui m'a fait passer de l'autre côté du miroir. Ma tâche est de diriger un département, de mettre en œuvre les consignes de mon administration, or mes idéaux, ma conception de la République, du bien commun, de l'intérêt général, des missions de la PJJ, m'ont paru de plus en plus en complète contradiction avec ce qui m'était demandé. Et je pense que Catherine Kokowska, j'ai beaucoup d'émotions en lisant ce texte, parce que, évidemment, il est émouvant, mais aussi parce que je me rends compte combien tous nous vivons ce qu'elle exprime là. Et quand je dis nous, je vois ce qui se passe à l'université, ce que vous connaissez, vous, depuis plusieurs années. Nous, on le voit là, depuis, avec la LRU, et puis les IDEX, les LABEX, etc. Cette folie de l'excellence qui s'empare des présidences de l'université, de droite comme de gauche, et qui sont en train de bouleverser l'ensemble du système, et ce qui existe, de le détruire, hein, et la plupart de mes collègues vivent ce que vit Catherine Kokowska. Et j'essaye, moi, de travailler pour les sortir de ce vécu individuel, pour que collectivement, on s'organise pour éviter ça. Hein, pour éviter, et son texte, la suite de son texte est très intéressante, elle se présente comme une fonctionnaire d'État serviteur mais pas servile, loyale mais pas courtisane. Elle ne trouve pas déraisonnable l'idée de réformer la PJJ, mais elle écrit « c'est l'accélération des transformations en un temps trop court qui produit la maltraitance institutionnelle ». Ça, c'est un concept fort, la maltraitance institutionnelle. La machine infernale suit son chemin sans se soucier des humains que sont les professionnels. Quelle programmation, quelles évolutions ont été prévues par les échelons stratégiques pour éviter le mal-être, pour ne pas dire la maltraitance des personnels qui ne savent plus où nous allons.
Les congés maladie, longue durée, le burn-out, le surménage se multiplient. Quand va-t-on arrêter la casse? Cette souffrance rejaillit obligatoirement sur les prises en charge des mineurs et l'accompagnement des mineurs. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Catherine Kochowska? C'est tout simple. Elle nous dit qu'elle vit une contradiction majeure, à l'intérieur, mais aussi dans sa fonction, entre l'institution et l'organisation. C'est-à-dire entre l'institution et les finalités de l'institution, hein, la protection de la jeunesse en difficulté, hein, l'emploi et accompagner les gens, hein, qui sont en difficulté par rapport à l'emploi, pour vous, nous transmettre de la connaissance et produire et transmettre de la connaissance, dans les hôpitaux, soigner les gens. Regardez la contradiction pour un médecin aujourd'hui qui doit appliquer la T2A, tarification à l'activité. Chaque malade a des points en fonction des symptômes qu'il a. Et donc, il a des malades qui sont rentables et d'autres qui ne le sont pas. Et voyez la contradiction entre le serment d'Hippocrate, tu soigneras tout le monde, quelle que soit sa condition, la couleur de sa peau, etc. Et puis, les modalités d'organisation et de gestion, celui-là, il est rentable, celui-là, il n'est pas rentable. Et puis, s'il prend ceux qui ne sont pas rentables, il a le coup de téléphone du directeur de l'hôpital qui lui dit « Attention là, tu vois le nombre de points du service, si tu continues comme ça, le service va être supprimé. Et si le service est supprimé, tu mets l'hôpital en danger. Et tu nous mets tous en danger. Alors fais attention et réfléchis bien à ce que tu fais. » Et voyez ces tensions permanentes. Et ça, l'organisation, c'est les modalités opératoires par lesquelles on est censé traduire les finalités de l'institution. Aujourd'hui, dans toutes ces institutions, il y a une contradiction majeure entre les finalités de l'institution et les modalités opératoires de gestion et d'organisation mis en place pour remplir ces finalités, qui met tout le personnel, cadre compris, dans des contradictions profondes. Et je vous ai entendu un peu avant, hein, ça a été évoqué de partout, entre ce qu'ils pensent devoir faire par rapport à leur investissement institutionnel et ce qu'on leur demande de faire par rapport aux modalités d'organisation et de gestion. Alors, vous me direz que faire par rapport à ça? Et je termine vraiment. Il y a au niveau individuel, il faut accompagner les gens qui ne vont pas bien. Donc, il faut effectivement apporter des réponses en termes d'écoute, en termes psychologiques, en termes de médecine, etc. À condition que ces réponses psychologiques et médicales ne participent pas à psychologiser et médicaliser le problème. Comme si le problème était là. Il est rencontré là. Il est vécu là. Mais ce n'est pas là sa source. Les causes de ce problème sont dans l'organisation du travail. C'est pour ça que ce que vous faites est tout à fait important, c'est cette réflexion, pas seulement des syndicats, mais aussi de la direction, des cadres, de tous les acteurs de l'organisation, hein, de voir comment et pourquoi, aujourd'hui, l'ensemble du personnel de ces organisations, de ces entreprises et de ces institutions sont confrontés à des injonctions paradoxales, ce que j'appelle des systèmes paradoxants, qui produisent du paradoxe en permanence et qui empêchent les gens de travailler, qui empêchent les gens, hein, et qui met les gens dans quelque chose, pour ceux qui sont psychologues, hein, vous savez que les injonctions paradoxales, ça rend dingue. Et que le seul moyen de sortir d'injonctions paradoxales, c'est de passer au niveau de la métacommunication. Et c'est pour ça que les collectifs de travail sont importants, parce que si vous le vivez seul, effectivement, vous devez dingue. Si vous le partagez avec les autres et que vous vous rendez compte, ben lui aussi il vit, elle aussi elle vit, lui aussi et si. À ce moment-là, on peut effectivement comprendre, hein, pourquoi on est traversé par des paradoxes et pourquoi les conflits qu'on vit comme des conflits psychologiques sont liés à des contradictions liées au fonctionnement de l'organisation. Et c'est pour ça aussi qu'il faut passer au niveau politique, parce que les politiques, depuis 30 ans, s'occupent de l'emploi et ont abandonné la question du travail. Il serait temps qu'ils remettent au cœur de leur programme politique la question du travail et ce qu'il peut y avoir de destructeur aujourd'hui dans ces formes de gestion, hein, qui, sous prétexte de vouloir développer la performance et l'excellence, développent la lutte de place, l'exclusion et quelque chose de tout à fait destructeur au cœur même de notre société. Je vous remercie. Merci.